Loin d'être l'espace de liberté et de partage promis par les pionniers dans les années 90, le cyberespace est devenu pour les États synonyme de menace à la sécurité nationale et à leur régime, y compris au sein des démocraties. Ce que nous essaierons plutôt de faire en géopolitique, c'est de faire des scénarios. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'essayer de limiter, d'exposer comment on pourrait limiter l'impact de la surprise, l'impact des choses et surtout l'impact des choses qui nous semblent inconcevables. Je vous rappelle rapidement que tous les plus grands événements qui ont eu lieu au XXe siècle étaient inconcevables. La chute de l'URSS, Raymond Aron a écrit un ouvrage extrêmement intéressant dans lequel il a une intuition formidable sur les islamistes, en disant que ça ne va pas trop aller là, en Égypte et dans ce coin-là, mais alors en revanche, ce qui est solide pour toujours, c'est l'Union soviétique. Les printemps arabes, inconcevables aussi, la révolution iranienne, personne ne l'a vu venir, donc ce qui a le plus compté dans l'histoire du XXe siècle, personne ne l'a vu venir, c'est quand même, ça rend modeste. Hein. Bonsoir à tous, et je tiens tout d'abord à remercier Père Verluis pour son accueil et ses conseils, et ainsi que Barbara Loyer qui m'a proposé d'introduire ses propos. Donc au cours des 7 minutes qui m'ont été allouées, je vais tenter de vous montrer en quoi la méthode et les concepts de l'analyse géopolitique sont pertinents pour analyser les enjeux liés au cyberespace. Alors même que cette question est relativement récente puisqu'elle a émergé au cours des 15 dernières années et qu'elle apparaît comme profondément technique, nous allons voir qu'elle est avant tout une question profondément géopolitique. La multiplication des attaques informatiques à partir du milieu des années 2000, ou encore la propagande terroriste et l'influence en ligne dans les processus démocratiques, ont fait prendre conscience aux États que le cyberespace pouvait constituer une menace à leur sécurité nationale. En effet, loin d'être un espace virtuel sans lien avec le réel, le cyberespace fait l'objet de conflits et de rivalités entre des acteurs de nature multiples, mais il est aussi le vecteur de rivalités géopolitiques, comme en témoigne la prolifération des attaques informatiques. Le cyberespace est même devenu aujourd'hui un théâtre d'opérations militaires dans lequel les États se font la guerre. À ce titre, il est important de casser cette séparation artificielle, je pense, qui est souvent faite entre virtuel et réel, car elle constitue, à mon sens, un vrai frein à la compréhension et à une analyse fine des enjeux géopolitiques liés au cyberespace. Donc, afin d'appuyer ma démonstration, je vous propose de repartir du triptyque de la méthode géopolitique tel que présenté par Barbara Loyer dans la première partie de son ouvrage, à savoir la spatialité, les représentations géopolitiques et les acteurs et leurs stratégies. Et puis je conclurai mon propos par un exemple. Donc, commençons par les acteurs. En fait, ils ne sont guère différents de ceux que l'on retrouve dans tout conflit géopolitique. Tout d'abord, nous avons les États, en particulier les services dédiés aux questions de sécurité et de défense nationale, donc les armées et les services de renseignement. Leur objectif principal, développer des stratégies et des outils d'appropriation du cyberespace pour assurer leur sécurité, mais aussi pour asseoir leur puissance. Deuxième acteur, et non des moindres, les entreprises. Les géants du numérique sont devenus des puissances économiques, politiques et même normatives qui discutent d'égal à égal avec les États. Leur stratégie est de s'appuyer sur leur très grand nombre d'utilisateurs pour continuer à faire du business à l'échelle mondiale. Surtout, ces entreprises et l'ensemble des entreprises liées au numérique sont au cœur même du fonctionnement du cyberespace et de l'Internet. Il s'agit donc là d'acteurs incontournables. Enfin, la société civile. Alors, sous cette appellation, on regroupe en fait une pluralité d'acteurs aux intérêts contradictoires, puisque cela va des citoyens jusqu'aux organisations de protection de droits et de libertés en ligne, en passant aussi par des mafias ou autres acteurs non étatiques. Chacun développe des stratégies différentes en fonction de leurs objectifs, mais aussi de leur représentation. Ce qui m'amène à évoquer le deuxième outil de la méthode géopolitique, les représentations. Alors cet outil est particulièrement utile et pertinent pour comprendre le cyberespace et ses enjeux. Je citerai 2 exemples pour illustrer mon propos, mais je pourrais aller bien au-delà.
D'abord parce que loin d'être l'espace de liberté et de partage promis par les pionniers dans les années 90, le cyberespace est devenu pour les États synonyme de menace à la sécurité nationale et à leur régime, y compris au sein des démocraties. Le deuxième exemple tient dans l'analyse même du terme cyberespace. En effet, ce terme ne fait pas consensus, ni dans sa définition, ni dans ses contours. Les pratiques des États témoignent au contraire d'une diversité de définitions, et ces représentations sont influencées à la fois par l'histoire, mais aussi par le contexte géopolitique. La diversité de ces définitions, et parfois on en retrouve plusieurs au sein d'un même État, montre que la représentation d'un cyberespace est formulée en fonction des intérêts et des représentations propres des acteurs qui l'emploient. Elle révèle ainsi des approches très différentes du cyberespace qui peuvent être schématiquement rassemblées en deux catégories pour les États. Une approche plutôt technique, qui voit dans le cyberespace un réseau de communication. C'est le cas par exemple de la France ou des États-Unis. Et de l'autre côté, une approche qu'on peut qualifier d'informationnelle, qui perçoit davantage le cyberespace comme un nouveau support de l'information. C'est là le cas, l'approche de la Russie et de la Chine. En effet, l'analyse de l'ensemble des représentations du cyberespace montre qu'il s'agit en fait d'un système complexe de représentations géopolitiques qui se complètent, s'opposent et s'alimentent mutuellement. Enfin, le dernier élément constitutif de la méthode géopolitique, et non des moindres, la spatialité. Alors pour le cyberespace, il s'agit peut-être de l'élément le moins évident, en tout cas de prime abord. Et en effet, il nécessite de repenser à minima la spatialité et surtout d'aller chercher de nouveaux outils pour l'appréhender. Car il existe bien des formes en fait, de spatialité dans le cyberespace. D'abord, parce que l'une des représentations majeures du cyberespace est celle d'une spatialisation, voire d'une territorialisation du cyberespace, comme en témoigne l'ensemble du vocabulaire utilisé autour de ce concept. Les États considèrent le cyberespace comme un espace à maîtriser, sinon comme un territoire à conquérir. Cette représentation territoriale fait de lui un objet à part entière des rivalités géopolitiques pour son contrôle, notamment entre États. Enfin, parce que le cyberespace possède intrinsèquement une spatialité qu'il est nécessaire d'étudier pour en comprendre les dynamiques. Alors, les chercheurs ont coutume de présenter et de décrire le cyberespace en trois couches. La couche infrastructure. Ici, c'est simple, vous avez les câbles, les serveurs que l'on peut aisément localiser. Deuxièmement, la couche logique, qui correspond à l'ensemble des protocoles nécessaires à la circulation de l'information sur l'infrastructure. Et enfin, la couche sémantique, ou couche de l'information, qui voit passer chaque seconde des quantités de données très difficiles à mesurer. Alors pour ces deux dernières couches, la dimension spatiale est moins évidente, mais son étude montre toutefois qu'il existe de fortes disparités et inégalités à travers le monde. Ces disparités sont à la fois le produit de rapports de force et de pouvoir, mais elles en produisent également de nouveaux qu'il convient de décrypter. Pour conclure mon propos, et en guise d'exemple, je mentionnerai les attaques informatiques subies par l'Estonie en 2007. Ces attaques sont en effet intervenues dans le contexte d'un conflit interne suite à la décision de déplacer une statue représentant un soldat de l'armée rouge du centre-ville vers la périphérie de Tallinn, la capitale estonienne. La minorité russophone du pays s'est violemment opposée dans des manifestations au déplacement de ce lieu de mémoire. Puis, à la suite des attaques, le gouvernement estonien a fait appel à la solidarité de l'Alliance atlantique, dénonçant une agression armée de la part de la Russie. C'est ainsi, pour moi, il me semble, un cas d'école dans lequel je retrouve toute la pertinence des outils de la méthode géopolitique. Conflits multiscalaires, représentation, rivalité de pouvoir et rapport de force. En conclusion, ma thèse a montré que les outils de la méthode géopolitique permettent d'appréhender la complexité du cyberespace, de ses enjeux, de ses acteurs, et de sa, ou plutôt de ses spatialités. Donc cette méthode est, je crois, plus que jamais nécessaire pour comprendre le monde numérisé dans lequel on vit et dans lequel nous vivrons demain. Je vous remercie.
bonjour, merci d'être venus si nombreux pour écouter cette conférence sur la présentation de ce petit livre de méthodologie de la géopolitique. Merci à Pierre Verluys d'avoir fait tous ses efforts pour organiser cette conférence et à Alix Desforges d'avoir bien voulu introduire sur une thématique, la géopolitique et le cyber, sur lesquelles elle en sait beaucoup plus que moi. Alors, d'ordinaire, quand on emploie le mot géopolitique, on fait référence assez naturellement à des questions de relations internationales. Bien des étudiants même qui postulent à l'Institut font des lettres de motivation en expliquant que ce qui les intéresse par-dessus tout, sont les relations internationales et la manière dont les États défendent des enjeux territoriaux, ont des alliances ou des mésalliances, sont en guerre ou font la paix. Ici, nous allons présenter la géopolitique plutôt comme une méthode d'analyse de contexte, une méthode d'examen du réel qui est fondée sur une approche géographique et historienne. L'objet de cette méthode géopolitique, c'est le conflit et la rivalité contemporaine. Il s'agit en fait de comprendre comment, dans un lieu précis, peuvent avoir lieu ou peuvent se dérouler ou se terminer des batailles qui se déroulent sous nos yeux. Si vous voulez, à la différence des historiens, quand on va observer ou à faire une analyse géopolitique, on ne sait pas comment vont se terminer les choses que l'on est en train d'observer, et donc on réfléchit avec une part d'incertitude qui est beaucoup plus grande que ce que peut faire par exemple l'historien travaillant sur les archives et qui doit argumenter, on va dire, sur son interprétation, sur le pourquoi les choses ont eu lieu comme ça. Ben nous, on va travailler sur le comment elles se font, comment elles pourraient bien se terminer, mais avec une part d'incertitude beaucoup plus grande. Donc il s'agit de savoir de quelle manière, dans des territoires assez très précis, des acteurs atteignent, exercent ou perdent le pouvoir, mais aussi la paix ou la liberté. Il y a donc une dimension prospective avant le conflit, pendant le conflit, après le conflit. Et on sent que pour autant, ce soit une méthode pour lire dans des boules de cristal et pour annoncer comment forcément devront se passer les choses. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une méthodologie pour envisager des scénarios. Quels sont les éléments qui peuvent laisser penser que les choses vont aller plus mal ou que les choses iront mieux, sachant qu'à chaque moment, il peut y avoir des événements qui viennent changer le cours des choses. La pertinence aujourd'hui de cette méthode apparaît de plus en plus clairement, car nous sommes tellement tous soumis à une avalanche d'informations sans règles, déversées, on dira sans règles, sur les réseaux sociaux, ça fait partie, si vous voulez, véritablement aujourd'hui des méthodes qui peuvent permettre, sans avoir de défiance complète et systématique vis-à-vis de ce qu'on va trouver comme information sur les réseaux sociaux, de s'en servir néanmoins. Donc avoir des bons réflexes sans défiance systématique. Je vais diviser donc cette conférence en 3 points assez déséquilibrés, parce qu'en fait le premier point porte sur le raisonnement géographique et dès qu'on montre des cartes, c'est beaucoup plus long. Le deuxième point sur la question des acteurs, le troisième point sur la question des représentations géopolitiques, qui sont un petit peu le trépied sur lequel j'ai construit ce livre. Alors, la géopolitique, donc le plus important, c'est que ça se fonde sur un raisonnement géographique, là où je dis que ça peut se différencier de la géographie, c'est que très souvent, les géographes vont faire de l'espace leur objet d'analyse. Nous faisons du conflit ou de la rivalité notre objet d'analyse et du raisonnement géographique notre méthode d'analyse de cet objet. Donc, c'est le fait de mettre la rivalité en son centre qui crée une spécificité à ce qu'on appelle géopolitique à l'Institut.
Donc raisonnement géographique, ça signifie quoi? Ça signifie mettre en évidence des relations entre des phénomènes qui se situent ou qui se déroulent à l'échelle internationale sur de très grands espaces, avec des phénomènes qui se déroulent sur des petits espaces. Et l'important, c'est la relation entre les deux, ou entre les trois s'il y a beaucoup de niveaux d'analyse, mais cette relation est véritablement spécifique du savoir-faire géographique. Par exemple, si on étudie des réseaux de drogue ou des stratégies industrielles, l'approche géopolitique va s'intéresser aussi aux lieux précisément où vont se concrétiser ces choix opérés par les trafiquants ou les capitaines d'industrie en fonction de stratégies plus larges. Mais il y a bien un moment donné, ils vont arriver quelque part, ils vont faire atterrir l'avion quelque part, ils vont construire le port quelque part. Et donc c'est l'articulation entre ces niveaux qui compte. Le deuxième point, donc je l'ai dit, les acteurs. Donc, pour ce qui est du premier point, comment analyser les espaces réels, convoités, imaginés? Alors, quel que soit le thème abordé, décrire les ensembles spatiaux dont on parle, à partir d'un commentaire de carte, c'est la première connaissance pour penser librement une bonne partie du contexte. C'est-à-dire, décrire, ça signifie d'abord dire quelles sont les limites de l'ensemble spatial dont on parle. Par exemple, si je parle de la France c'est un ensemble spatial qui vous semble à tous évident. La France, c'est ça, un ensemble spatial de 550 km, 1000 km de côté, donc avec des frontières, avec la Grande-Bretagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, un front de mer méditerranéen, un autre atlantique, enfin, voilà, ça c'est la France. Mais la France, avec le même terme, c'est aussi, si je montre la deuxième diapositive, c'est aussi une zone économique exclusive de 10 millions de kilomètres carrés. C'est aussi donc une présence de l'État français dans des lieux qui ont des caractéristiques stratégiques tout à fait différentes. Et donc, le plus important, c'est qu'au moment où je dis la France, je prends la peine de dire de quoi je parle. Ça peut sembler aller de soi, mais en fait, une bonne partie on va dire de l'absence parfois de rigueur qu'on peut constater dans des textes ou dans des articles, c'est simplement qu'on ne prend pas la peine de dire très précisément de quel ensemble spatial on parle. Si je prends par exemple un cas comme celui du Pays Basque, comme troisième diapositive, le Pays Basque, c'est à la fois ce que vous avez à votre gauche, c'est 3 provinces d'une communauté autonome d'Espagne. Voilà, c'est celle qui est en vert clair. Les 3 provinces de la communauté autonome d'Espagne, ça s'appelle Pays Basque. Avec le même mot, en fait, vous pouvez nommer un territoire qui n'est pas du tout le même, qui comprend les 3 fameuses provinces de la communauté autonome basque, mais aussi la Navarre, mais aussi une petite partie du département des Pyrénées-Atlantiques en France. Ça porte le même nom, mais en fait c'est un ensemble spatial complètement différent. Celui de gauche, donc, c'est le Pays Basque qui est le projet nationaliste, le projet d'État des nationalistes basques, qui s'étend donc sur deux États actuellement existants par-dessus la frontière et qui s'étend à une autre province que celle des provinces actuelles. Si je prends maintenant, si je demande à un moteur de recherche Pays Basque France et je dis images, je vais avoir des images, donc des ensembles spatiaux qui sont dessinés et qui sont assez différents les uns des autres. Comme vous pouvez l'observer là, il va y avoir soit les Pyrénées-Atlantiques où on voit le Béarn et le Pays Basque qui sont plus ou moins mis en valeur, ou bien vous avez une carte île avec un territoire dont on ne sait pas en fait s'il se situe en France, en Espagne. Il n'y a pas de relation avec la partie du sud de l'Espagne. Il n'y a pas non plus le Béarn. En fait, c'est une sorte d'île qui est le Pays Basque français. Ou bien vous pouvez avoir, on voit aussi une carte de France avec sur cette carte de France il y a un petit carré qui correspond effectivement au Pays Basque français. Du coup là on voit plus du tout c'est que le Pays Basque français. Mais vous avez aussi qui arrive à ce moment-là, l'icône nationaliste basque que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ça sont les exemples spatiaux les ensembles spatiaux que vous allez trouver si vous faites ce mot-là. C'est donc la raison pour laquelle alors vous imaginez que en fait ces espaces, ils sont à la fois réels, la communauté autonome, le projet nationaliste, c'est réel. Ils sont convoités,
puisque de point de vue de ce qu'on veut construire comme État, on convoite de pouvoir l'étendre sur un territoire, par exemple français ou sur la Navarre. Ils sont imaginés, c'est un futur, c'est une projection dans le futur, et par conséquent, il est extrêmement important de faire la différence pour ne pas entraîner finalement un lecteur qui n'aurait pas de carte. Vous lui dites Pays Basque, il ne sait pas de quoi vous parlez. Et donc, du coup, vous pouvez l'entraîner sur des choses... Or, nous, on va parler justement des rivalités de pouvoir. Donc, il faut bien qu'on définisse ces ensembles spatiaux sur lesquels vont se porter la rivalité. Deuxième élément de la réflexion du raisonnement géographique, c'est l'articulation des différents niveaux d'analyse, c'est-à-dire zoomer. Zoomer ou dézoomer, partir d'un petit territoire et regarder ce qui se passe plus loin sur de plus vastes espaces, ou inversement. L'exemple de l'utilité de cette articulation des niveaux d'analyse et du zoom, pour envisager la complexité d'une situation, j'ai choisi de vous le décrire à travers un exemple fondé sur une réflexion de Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense et qui est devenu ministre des Affaires étrangères, au sujet de la Russie, qu'il qualifie d'État déloyal, parce qu'il a annexé la Crimée, envahi l'Ukraine, ce qui viole, dit-il, les engagements internationaux de la Russie, les principes sur lesquels repose la sécurité européenne, et il parle des visées russes sur l'espace post-soviétique, disant de manière implicite que c'est un problème pour les Européens parce que, dit-il, pour Washington, le rééquilibrage vers l'Asie-Pacifique est une priorité. Quand je lis quelque chose comme ça, de mon point de vue en géopolitique, je vais avoir en fait trois ensembles spatiaux à préciser. L'ensemble spatial Russie, l'ensemble spatial post-soviétique, l'ensemble spatial territoire sur lesquels les Russes ont des visées. Ceux dont il faudrait que je donne un peu sur lesquels il faudrait que je donne des précisions de ce que je vois dans un tout petit texte comme ça, c'est ça. Donc si je prends le premier, l'ensemble spatial Russie, déjà, simplement, prendre la mesure de sa taille, c'est 10 000 km de frontières d'est en ouest. Donc, si vous voulez, l'intérêt de toujours revenir aux commentaires sur les ensembles spatiaux, c'est de se retirer dans la mesure du possible les œillères qu'on peut avoir sans le vouloir. C'est-à-dire que comme c'est Jean-Yves Le Drian qui parle, et qui parle d'un point de vue européen, on va se focaliser sur des visées russes vers chez nous. Et du coup, pour pondérer ce qui pourrait être une priorité pour des Russes, il vaut mieux regarder l'ensemble et se dire « Ah bah oui, il a raison, ce qui serait prioritaire, ça serait vers chez nous ». Mais c'est à ça que sert le fait de faire le tour de l'ensemble spatial. Donc ces frontières de l'ensemble spatial, frontières russes, c'est très important. Les Russes, ils ont des problèmes avec les Japonais du côté des îles Kouriles. Les Russes, ils ont une frontière très importante avec la Chine. Et puis, ils ont des frontières maritimes aussi assez importantes avec l'espace maritime arctique. Si je prends cet ensemble spatial visé russe sur l'espace maritime arctique, je vois qu'il y a des frontières qui sont complexes et non encore complètement établies sur cet espace arctique. Cette carte, elle date d'avant le traité entre la Norvège et la Russie de 2010, mais comme elle était plus immédiatement visible, je l'ai gardée. Elle vous montre donc qu'il y a des portions de cet espace qui sont convoités par la Russie, d'autant plus que c'est devenu maintenant une route maritime qui devient navigable du fait de la fonte des glaces et qu'il y a beaucoup de pétrole. Donc du coup, si vous voulez, j'ai là, sur la question des visées russes, ma première démarche, c'est quand même d'arriver à se dire, est-ce que je suis, à quel moment, finalement, des visées russes vers l'Est ou vers le Nord deviennent prioritaires. Si je prends maintenant l'ensemble spatial et l'espace post-soviétique, qui est nommé par Jean-Claude Le Drian, cet ensemble post-soviétique, c'est un ensemble qui est une réalité des temps courts. C'est 70 ans de l'histoire russe. Et donc, en fait, par rapport à celle de la Russie, c'est très très court. Or, les Russes, aujourd'hui, du point de vue russe, cette représentation espace post-soviétique, elle est aujourd'hui remplacée plutôt par la notion d'étranger proche, qui est une sorte d'oxymore russo-centré, pour ne pas évoquer en fait ce qui finalement se rapporte à une toute petite histoire, une toute petite portion de l'histoire russe par rapport aux 1000 ans
de la Russie et de son empire. Donc le simple fait d'évoquer cet ensemble spatial post-soviétique, ça évoque une représentation qui est une représentation de la guerre froide, hein, d'un point de vue qui est celui d'un membre de l'OTAN, et qui n'est pas forcément la représentation qui va être celle aujourd'hui des gouvernements russes. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que si je prends les relations géopolitiques entre la Russie et le Japon au sujet des îles Kouriles, pour les Japon, ça n'est pas l'ensemble post-soviétique qui compte, mais c'est bien la Russie, puisque les Japonais ils réclament les îles les plus méridionales selon un traité, une frontière qui a été fixée au XIXe siècle, en 1855, entre le Japon et la Russie. Le Japon ne tient pas compte du traité qui a été signé en 1951, par lequel il renonçait en 1951 à ses droits sur les Kouriles, mais ce traité n'a pas été contresigné par l'URSS, et surtout, le Japon dit qu'il ne décrit pas, qu'il ne donne pas les limites de l'ensemble spatial Kouril. Et que par conséquent, il conteste les limites de l'ensemble spatial Kouril et voudrait qu'on les rediscute. Donc vous voyez en fait cette idée que finalement tout le monde ne fait pas référence à la Russie comme un espace comme l'ancienne URSS et son espace post-soviétique, c'est intéressant de le garder à l'esprit. C'est aussi intéressant de le garder à l'esprit côté européen, parce que sur cette carte, les parties les plus jaunes, ce sont les parties les plus tardives de l'expansion de cet empire russe, et elles s'étendent, vous le voyez, sur la Finlande et sur la Pologne. Du point de vue des Polonais, l'espace post-soviétique, même s'ils ne font pas partie de la carte précédente, ils ne sont pas dans l'Union soviétique, ils faisaient partie de l'ensemble communiste et ils ont fait partie de l'empire russe. Ça a une autre connotation, ça réveille d'autres représentations, si vous voulez, que celle, par exemple, d'un ministre français de la Défense. Donc du coup, si je continue la réflexion sur cet espace post-soviétique, sur la diapo d'après, il est aujourd'hui partagé en deux ensembles qui sont théoriquement rivaux, qui vont être l'organisation du traité de sécurité collective que vous voyez sur votre droite autour de la Russie, et puis de l'autre côté l'OTAN. Cette carte, elle est tirée, j'ai pris la plupart de mes cartes du site DiploWeb pour montrer à quel point elles pouvaient aussi, enfin elles devaient être utiles et elles sont vraiment tout à fait, il est tout à fait nécessaire de les utiliser. Cette carte du site DiploWeb, le commentaire c'est que l'OTAN, c'est un produit de la guerre froide qui continue à l'élargir après. On y voit les dates d'élargissement avec les territoires qui sont en bleu clair là sur la carte. On y voit la présence militaire russe à Kaliningrad et on y voit des conflits qui déterminent une sorte de ligne de front vers le sud, c'est-à-dire l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Vous voyez des petites étoiles, hein, une sorte de ligne de front à la frontière des pays qui sont candidats à l'OTAN ou à l'Union européenne. Ce qui pourrait finalement déterminer en fait deux sous-ensembles. Hein. Deux sous-ensembles, vous avez sur les visées russes, là, sur cet espace post-soviétique, vous voyez qu'il est, même si on prend le point de vue européen, il est complexe. Hein. Il y a une partie sud où il y a des conflits effectifs, puis il y a une partie de l'espace post-soviétique au nord qui est déjà dans l'OTAN. Et dans ces deux sous-ensembles, on pourrait presque qualifier finalement la partie où il y a les conflits actuels, hein, l'Ukraine, la Géorgie et la Transnistrie, on va dire, donc la Moldavie, de marche de la Russie, ce qui était un titre qui avait été le titre d'un numéro d'Hérodote. C'est-à-dire un espace qui est encore ni l'un ni l'autre, et qui donc va se différencier hein, de l'espace nord de cet espace post-soviétique qui sont les pays baltes aujourd'hui dans l'OTAN. Là, ce côté marche de la Russie crée un ensemble particulier. Il y a d'ailleurs aussi sur le site DiploWeb une carte sur ces marches de la Russie dans lesquelles les fameuses visées russes dont parle Le Drian, là, elles se développent selon des modalités, parce que vous savez, une visée russe, c'est quand même très, très flou comme terme. Donc, quand je vous dis, ben, en fait, on va s'occuper de comment se passent les choses, et à la différence peut-être ou pas à la différence, mais c'est vrai que l'historien faisant la recherche posait beaucoup la question du pourquoi les choses ont eu lieu comme ceci, comme cela, et quand je dis qu'on va accentuer
accentuer le regard sur le comment, c'est ça. Et c'est se dire, ben alors visée russe, c'est comment en fait? Comment on fait pour étendre ces visées? Donc on peut soit, comme dans cette partie des marches de la Russie, annexer, ça a été le cas de la Crimée, soutenir des rebelles, c'est le cas de l'Ukraine, ou de la Transnistrie. Ici, sur cette carte, vous avez en bleu les alliés et partisans occidentaux, avec en bleu clair ceux qui sont les partisans, mais qui ne sont pas encore dedans et qui aimeraient bien l'être, des bases russes pour les ronds noirs, et puis des losanges qui vous montrent les pays membres d'une organisation pour la démocratie et le développement qui s'appelle GUAM, qui, à l'époque où elle a été créée, a été une création symbolique forte, puisque c'était le rassemblement de l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, la Géorgie. Au départ, il y avait l'Ouzbékistan, il est sorti, se disant, se représentant ou exprimant qu'ils étaient menacés par la Russie. Le GUAM aujourd'hui est sans véritable importance fonctionnelle. De fait, ça ne sert plus à grand-chose, à palabrer, mais ça n'a pas véritablement d'importance. Mais de fait, il y a eu un moment, au moment de la création, où il représentait symboliquement justement cette menace russe et cette volonté d'indépendance. Plus qu'une menace, en fait, une volonté d'indépendance, peut-être. Donc, cette expression espace post-soviétique qui est maniée par Jean-Yves Le Drian, c'est une représentation qui évoque une menace grâce à une référence implicite à la guerre froide. Il aurait pu, on pourrait parler de, si on parle de Russie, ça pourrait nous renvoyer à l'alliance franco-russe. Hein, si on parle d'espace post-soviétique, ça ne nous renvoie pas à la même chose, sans véritablement nous le dire, en fait. Et c'est pour ça que la délimitation des ensembles spatiaux, c'est aussi réfléchir sur les représentations implicites dont on ne va pas forcément se rendre compte et qu'on va réemployer sans forcément faire attention si on ne réfléchit pas sur les ensembles spatiaux. Donc elle renvoie à la peur d'une guerre mondiale. Alors, ça peut sembler excessif, mais l'évocation d'une guerre mondiale qui pourrait démarrer dans cet endroit-là, elle existe. Ça, le titre est tiré d'un article qui a été donc écrit par un ancien membre des services secrets des États-Unis, très proche de la Maison-Blanche, et qui écrit un article « Comment la Troisième Guerre mondiale pourrait-elle commencer en Lettonie ?» Alors, donc on est bien dans, si vous voulez, une idée là de la menace qui est très forte. Et donc, ce comment là se repose différemment, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'agir ce qu'on pourrait se retrouver dans la même situation que l'Ukraine ou que la Géorgie ou que la Crimée. Et donc là, la question, si vous voulez, du comment dans un espace qui est quand même assez différent des marches de la Russie qu'on a évoquées tout à l'heure vers le sud, comment ça pourrait se passer. Et en fait, ce que dit Paul Miller, c'est que les pays baltes sont les prochains, donc on est en 2016, ils vont poser au président élu Donald Trump son premier grand test, et ça ne va probablement pas prendre la forme d'une invasion. Et l'idée, c'est que le comment là, les visées russes pourraient s'appliquer, elles pourraient s'appliquer par une forme d'une déstabilisation pour exciter des revendications identitaires de minorités qui fomenteraient la désagrégation de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc une autre forme, si vous voulez, d'action. Alors cette carte-là, elle montre donc les espaces où vous avez des personnes qui se disent russes. Elles sont non seulement russophones, mais on les dit russes, avec donc dans l'espace post-soviétique des États dans lesquels il y a beaucoup de gens qui se disent russes. Au départ, au moment de... alors vous le voyez, c'est plus large simplement que les simples pays baltes. Il y a beaucoup de Russes dans les pays baltes. Ça n'est pas la seule raison pour laquelle on peut avoir des problèmes, parce que vous voyez, il y en a moins, par exemple en Géorgie, que dans les pays baltes. Vous avez aussi sur cette carte, au-delà de cette ère d'influence où du rose pâle au rose foncé, on va vers du moins à plus de personnes qui se disent russes, avec des chiffres qui datent de 2011, il me semble, les chiffres, donc il faudrait encore les remettre à jour. Les hachures horizontales, elles montrent qu'une partie de cette ère est dans une union économique autour de la Russie, et elles montrent qu'il y a une partie de cette ère, on va dire, d'influence historique qui se trouve dans l'OTAN. Alors ce que dit M. Miller, c'est que Poutine va provoquer une crise militarisée ambiguë, probablement, qui donne même une date, peut-être que des Lettons ou des Estoniens de langue russe
vont se révolter, protester pour leurs droits, ils vont prétendre être persécutés, demander la protection internationale. Il y aura un front populaire bien armé, bien formé pour la libération des pays baltes russes. Quelques assassinats et bombardements de grande envergure amènent les pays baltes au bord de la guerre civile. Une insurrection de faible intensité peut émerger. Et il continue en disant qu'à ce moment-là, la Russie arrive comme Zorro pour résoudre le problème et que les Polonais, à ce moment-là, vont dire « Ah ben ça, c'est franchement, et là, il faut justement, comme le disait tout à l'heure Alix Desforges, il faut invoquer l'article 5, c'est une attaque à l'un des membres de l'OTAN. Et même si, dit-il, les Français et les Anglais vont s'opposer farouchement, tout le monde se tournera vers les États-Unis. Or, si le président des États-Unis n'invoque pas l'article 5, la garantie de sécurité mutuelle s'effondre. Et donc, en fait, l'OTAN n'existe plus. Voilà, on ne peut pas compter sur l'OTAN. Et s'il invoque l'article 5, ce sera comme une déclaration de guerre de l'Occident contre la Russie. Et là, dit M. Miller, Trump devra décider si la défense de la Lettonie vaut la peine de risquer la Troisième Guerre mondiale. Donc, et il appelle son raisonnement une prédiction. Il dit, moi, j'ai prédit que la Russie envahirait l'Ukraine et je vous prédis que ça va se passer de nouveau comme ça aux pays baltes. Alors, nous, d'un point de vue géopolitique, la première question qu'on va se poser, c'est bon, bah alors elle va commencer où? C'est-à-dire pour essayer d'avoir des éléments de réflexion, de prendre cette prédiction terrible en disant comment on peut faire. Alors elle commencerait où? Vous voyez, elle peut commencer en Lettonie. Lui, il dit la Lettonie. Alors il dit la Lettonie, vous avez un quart de la population russophone et surtout qui sont concentrés dans des zones où ils sont majoritaires, par exemple Riga, où le maire de Riga jusqu'en 2019 était un Russe, dont les parents n'étaient pas, lui il est maintenant on dit russo-balte, mais ses parents n'avaient pas la citoyenneté, puisqu'une partie des Russes n'ont pas eu la citoyenneté au moment de l'indépendance, et se sont retrouvés avec des droits sociaux, mais pas de droits civiques, pas le droit d'être juge, avocat, procureur, militaire, tout un tas de choses qui leur étaient pas fonctionnaires notamment. Et donc ils gardent quand même, si vous voulez, un souvenir assez proche, puisque leurs parents restent, pour une part d'entre eux, des apatrides, même si eux, ils sont intégrés. Alors effectivement, il n'y a plus d'apatrides, mais il y a encore leurs parents. Donc cela dit, ces non-apatrides, ils ont quand même tout un tas d'avantages. Ils peuvent notamment voyager dans l'espace Schengen librement, c'est quand même pas rien. Et ils peuvent aussi voyager en Russie sans visa, ce qui est pas mal non plus. Donc ils ont une sorte de statut un petit peu particulier. Ça peut donc démarrer en effet en Lettonie, parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de Russes qui sont majoritaires, ou bien, pourquoi pas, à Kaliningrad, avec la frontière avec la Russie. C'est une frontière de l'ordre de la centaine de kilomètres que les Lituaniens surveillent de près, puisque vous avez là une frontière avec une base militaire, enfin le territoire sur lequel il y a une base militaire russe, même si le nombre des soldats a beaucoup diminué. Alors, on se dirait, bon, mais comment faire pour essayer d'évaluer la réalité de cette menace? C'est sur quoi on va s'appuyer? Voilà, on nous dit qu'il y a une menace terrible, sur quoi on s'appuie? Alors, il y a des faits observables, c'est cette spatialisation de la menace. La Baltique, c'est un ensemble spatial partagé entre l'Union européenne et la Russie, même si la Russie n'a que des petites ouvertures, des petites fenêtres sur cette mer, elles sont là. Ça aussi, c'est une carte que vous pouvez trouver sur le site de DiploWeb et qui vous montre en rouge des incidents graves et puis en des petites étoiles noires des incidents récurrents. Donc c'est vrai qu'il se passe des choses, c'est vrai qu'il y a des violations de l'espace aérien régulières, c'est vrai aussi qu'il y a eu des manœuvres navales conjointes avec la Chine dans la mer Baltique. Donc il se passe des choses. De même, il y a une réalité de la représentation de la menace, c'est-à-dire qu'on entend que tant au sein de l'OTAN que du côté des États baltes, on est préoccupé par cette menace, c'est-à-dire qu'on va agir en fonction de la représentation de la menace. Donc par exemple, du point de vue de l'OTAN, un ancien secrétaire général parlait d'une haute probabilité d'action russe contre les États baltes. Barack Obama comparait la défense de Tallinn, Riga et Vilnius à celle qui fut de Berlin, de Paris ou de Londres en 2014. La Baltique, de fait, concentre actuellement l'essentiel des activités de l'OTAN sur le continent européen. L'OTAN a déployé dans la région balte des forces de dissuasion et, pour parer aux menaces cyber, a mis en place aussi 3 centres de recherche
soit OTAN et Union européenne, à Helsinki, à Riga et à Tallinn, auxquels participent également la Suède et la Finlande. Du point de vue des États baltes, la Suède a remilitarisé l'île de Gotland que vous voyez ici au milieu de la Baltique, a recréé des régiments dissous après la fin de la guerre froide, a révisé sa doctrine militaire en sortant de la neutralité active. Alors c'était véritablement un choix, ça fait partie d'une sorte d'identité suédoise, à tel point qu'ils n'ont pas défendu la Norvège quand les nazis ont attaqué la Norvège. Donc la neutralité, c'est pas rien dans l'histoire suédoise. Et il y a sans doute aussi une forme de sentiment d'erreur commise à l'époque, qui est à prendre aussi en compte, pas un sentiment, mais une représentation finalement de l'erreur. En Lituanie, en Lettonie, le service militaire obligatoire a été remis en vigueur, ce qui suppose qu'ils enrôlent les Russo-Baltes. Donc, les résultats de ce fameux service militaire, en fait, on ne sait pas trop. En Lituanie, vous avez des forces spéciales qui s'organisent justement pour surveiller la frontière. Et vous avez un groupe, des pays du groupe de coopération de défense nordique qui se voient régulièrement. Que va-t-on faire d'un point de vue géopolitique face à ce genre donc, de questions? On a effectivement des faits, on a manifestement des représentations de la menace qui sont actives dans cette région. Alors on va éviter, de notre point de vue, de faire des prédictions, comme le fait M. Miller. Parce que la prédiction, finalement, elle est tournée vers celui qui fait la prédiction. C'est comme un jeu de poker, on gagne ou on perd. Et alors on aimerait bien gagner ou on aimerait bien perdre pour montrer qu'on est un bon expert. Et là, en fait, ce que nous essaierons plutôt de faire en géopolitique, c'est de faire des scénarios. Quels sont les éléments qui peuvent amener des populations à être précipitées dans le conflit ouvert et qu'est-ce qu'ils pourraient faire au contraire? Quels sont les autres éléments qui pourraient éviter que des populations soient précipitées dans le conflit ouvert ou que ce conflit ouvert garde des limites point trop inacceptable, on dira. Donc le point de vue n'est pas exactement le même. Il ne s'agit pas d'avoir raison. Il s'agit d'essayer de limiter, d'exposer comment on pourrait limiter l'impact de la surprise, l'impact des choses et surtout l'impact des choses qui nous semblent inconcevables. Je vous rappelle rapidement que tous les plus grands événements qui ont eu lieu au XXe siècle étaient inconcevables. La chute de l'URSS, Raymond Aron a écrit un ouvrage extrêmement intéressant dans lequel il a une intuition formidable sur les islamistes, en disant que ça ne va pas trop aller là, en Égypte et dans ce coin-là, mais alors en revanche, ce qui est solide pour toujours, c'est l'Union soviétique. Donc la chute de l'URSS a été inconcevable pour beaucoup de gens, les printemps arabes, inconcevables aussi, la révolution iranienne, personne ne l'a vu venir, donc ce qui a le plus compté dans l'histoire du XXe siècle, personne ne l'a vu venir, c'est quand même, ça rend modeste. Donc l'idée, c'est justement d'essayer d'oser voir venir le pire en se disant que ce n'est pas sûr, mais le but n'est pas d'avoir raison. Le but est d'ouvrir l'éventail, pour que si jamais il arrive, on peut peut-être s'arrêter au milieu, entre-temps, voilà. Donc là, donc ça serait de dire pourquoi le conflit est improbable ou pourquoi le conflit il est possible, pourquoi oui, pourquoi non. Donc des scénarios. Alors, il y avait un article aussi qui a été publié d'un Estonien qui disait « Narva serait-elle la prochaine ?» puisque après que les petits hommes verts soient apparus en Ukraine pour soutenir les séparatistes ukrainiens pro-russes. Est-ce qu'on va voir des petits hommes verts à Narva? C'était ça la question. Et donc il écrit tout son article pour dire « Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Franchement, nos Russo-Baltes, à nous, il n'y a aucun problème. Ils sont de notre côté. Tout va très bien. » C'est une représentation fausse. Et il explique, c'est pour ça que je vous ai mis la photo, aussi pour vous évoquer à quel point il est important de faire du terrain. C'est quand on voit les choses, c'est plus concret, on se remet à les penser un petit peu différemment que quand on lit seulement, il faut les deux, on va dire. Donc le passage sur le pont est libre, on peut passer à partir de la Russie en ayant un visa d'un jour pour aller acheter des choses de l'autre côté. Il y a des trafics en tout genre sur ce pont, les gens de Saint-Pétersbourg viennent faire des courses ici pour aller dans l'Union européenne. Tous les russophones qui sont nés en Estonie maintenant, après 92, sont automatiquement estoniens sans condition et ils font majoritairement ce choix dans cette ville. Il y a des classes moyennes russes à haut niveau d'éducation et de qualification professionnelle. Ils ne sont pas d'accord avec le régime russe en place. Ils voient bien la différence de niveau de vie entre d'un côté et de l'autre. C'est un petit peu comme les Marocains de Ceuta et Melilla. Quand on voit les gens qui meurent pour entrer dans l'Union européenne, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas se précipiter pour en sortir. On peut comprendre. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, la situation est un petit peu différente
de celle de la Géorgie ou de la Crimée, quoi. C'est pas pareil, en fait, de passer de la Russie à l'Ukraine. C'est pas pareil que de passer de l'Union européenne à la Russie. Une interdépendance européenne et russe et européenne, et notamment russe-balte en matière d'énergie, et des pays baltes qui sont appelés Monaco-russes, hein, parce qu'on peut y faire tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire en Russie. On pourrait aussi se dire, ça n'aura pas lieu là, parce que ça pourrait peut-être avoir lieu ailleurs, d'abord. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, la question du scénario, c'est d'essayer d'ouvrir les œillères. Vous voyez bien à quel point la prédiction nous enferme un peu dans quelque chose qu'on ne peut plus penser que cet endroit-là, alors qu'il y a aussi des roumanophones qui sont aux prises avec des russophones en Transnistrie, et qu'on a, si vous voulez, un partenariat oriental qui se développe aussi en Moldavie. Ces roumanophones en Transnistrie, qui est la région occupée par des pro-russes, ils sont malheureux, et pourquoi les Roumains ne diraient pas un jour qu'il faut eux aussi qu'ils aillent prendre la défense des roumanophones? Rien n'est impossible, donc il ne faut pas s'interdire de regarder ailleurs. Là, il se trouve que les pro-russes et les pro-européens de Moldavie se sont mis d'accord pour mettre dehors le dirigeant corrompu. Donc ça a été aussi quelque chose, alors là, pour le coup, qui semblait très improbable. Hein, et avec un sentiment d'abord moldave ou d'abord démocratique, ce qui pouvait sembler tout à fait imprévisible. Pourquoi le conflit, au contraire, serait possible? Eh bien, parce qu'il y a peu de mélange, en fait. Les russophones et les baltophones vivent dans des espaces informationnels et culturels assez différents. Les russophones écoutent beaucoup la télé russe. Les États baltes commencent à mettre en place des chaînes de télé pour avoir une information en russe venue de sources baltes. Mais jusque-là, ce n'était pas le cas, parce que justement, on se rend compte que ça peut être un problème. Et il y a un professeur d'histoire russe à l'université de New York qui parle de brume de guerre, au sens où la désinformation est utilisée par tout le monde comme un moyen de combat préliminaire, et se met à rentrer dans les consciences, et ça prépare les gens à des choses, à des conflits possibles. Et d'où la cartographie de la sphère d'influence numérique russe, qui à ce moment-là peut vraiment avoir son importance. Ici, elle va vous montrer d'un côté le marché national russe, et puis des pays en orange, des pays où au moins une plateforme d'intermédiation russe figure parmi les 15 sites les plus consultés au niveau national, avec en rayé dessus les présences russes, les présences de minorités russes importantes. Donc une zone d'influence dont vous voyez qu'elle n'est pas sur l'ensemble elle n'est pas sur tout l'ensemble anciennement communiste de l'Europe, hein, et donc il y a une géographie de cette ère d'influence russophone qui est importante de l'Internet russe. Et c'est, sauf erreur, Kevin Limonier qui a fait la carte, qui fait partie de l'équipe où travaille Alix. Et par ailleurs, donc l'administration elle est ethniquement balte. On dit que les russophones sont des usagers du territoire. La représentation suédoise, une faute en 1940, et que cette fois-ci, il ne serait pas neutre. Et la représentation des gouvernements baltes vis-à-vis de la menace, pensant qu'ils ont quand même essayé de négocier avec les Russes, avec Staline, et que ça leur a coûté 70 ans de communisme, alors que maintenant c'est bon, là ils ne le referont plus, ils résisteront tout de suite. Donc une interprétation de l'histoire qui les amènerait à ne pas faire forcément des compromis en se disant qu'ils se sont déjà fait dominer une fois. La question aussi de l'intérêt de la question du scénario, c'est de se poser la question du dans combien de temps, en fait. Dans combien de temps les choses peuvent-elles avoir lieu? C'est-à-dire à quelle échelle on va observer comment se déroulent les événements. Est-ce qu'on va avoir un front anti-russe qui croît au sein de l'UE à cause des partis d'extrême droite qui sont précisément dans cette sphère d'influence? Est-ce que véritablement les pays baltes sont un laboratoire d'intégration de ces Russes ou pas? Est-ce que sera ce que les Russes appellent le monde russe, la culture nation russe dans 20 ans? Quel impact auront les réseaux sociaux là-dessus? Tout ça, c'est... Donc, peut-être que M. Miller, il n'a pas raison quand il dit dans 2 ans, ça sera comme ça, mais peut-être qu'il aura raison dans 20 ans. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on surveille pour savoir si un jour ce pourrait avoir lieu, pas forcément tout de suite. Hein. Voilà, quelle serait l'influence des Estoniens et des Lettons en Suède? Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de choses, en fait, à observer.
Quelle serait aussi l'influence des enjeux énergétiques, et notamment des enjeux des industries de l'énergie, de Gazprom. Gazprom fait des affaires, ne fait pas seulement de la géopolitique. Il s'associe avec des entreprises énergétiques européennes, allemandes, françaises, italiennes. Et donc, dans ces associations, si vous voulez, ça crée des acteurs qui sont complexes à suivre aussi. Donc, quand il dit « quelques assassinats et bombardements de grande envergure amènent les pays baltes au bord de la guerre civile », je dis c'est rapidement dit. Hein. En plus, il compare guerre civile avec insurrection de faible intensité, donc on se dit en fait il parle de quoi. Et puis il dit aussi, il dit à un moment donné, de toute façon, forcément ça ira vers la catastrophe, parce que certains pays d'Europe de l'Est, s'il n'y avait plus d'OTAN, dit-il dans son texte, certains pays d'Europe de l'Est, à ce moment-là, iront vers la Russie. Alors on se dit, bon, alors d'accord, moi ma première réaction, c'est l'ensemble spatial, certains pays d'Europe de l'Est qui iraient vers la Russie. Et d'autres, dont la Pologne, dit-il, notamment la Pologne, se réarmeraient au maximum parce qu'il n'y a plus de parapluie de l'OTAN. Je dis, bon, d'accord, alors, ok, quel est l'ensemble spatial d'autres, dont la Pologne? Je fais comment pour arriver à créer l'ensemble spatial qui me permettrait d'avoir un petit peu de distance vis-à-vis de l'expert? C'est-à-dire, en fait, même sans être expert soi-même, on peut prendre une distance avec ce raisonnement en disant, mais de quoi parle-t-on? Et c'est pour ça que l'ensemble spatial, et de distinguer les ensembles spatiaux réels, imaginés, convoités, c'est extrêmement efficace. C'est pourquoi donc, je pense qu'il faut analyser ces espaces réels convoités, imaginés, et pour tirer des interrogations de ce commentaire de Cartes, penser des titres aux cartes qui expriment en fait une proposition de conclusion, distinguer les lieux complexes sur lesquels on va zoomer, c'est-à-dire choisir l'endroit sur lequel on zoome et s'expliquer pourquoi on choisit de zoomer sur un endroit ou de dézoomer d'ailleurs, et donc pour faire apparaître des enjeux territoriaux, économiques et des représentations géopolitiques. Le deuxième point, ça va être beaucoup plus bref pour la suite, le deuxième point, c'est pourquoi placer les acteurs au cœur de l'analyse de géopolitique. Alors, donc, dans le livre, j'essaie de distinguer différents types d'acteurs, une typologie d'acteurs, des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des acteurs qui ont une forme de pouvoir. Là, je voudrais seulement insister sur 4 idées principales. Si on place les acteurs au cœur de l'analyse, c'est que ça permet d'éviter les déterminismes géographiques. Ce qui a souvent été le problème de la géopolitique telle qu'on en parlait, telle qu'on en faisait ou qu'on en parlait au début du XXe siècle. Si on est un État continental, alors forcément il va se passer ceci. Si on est un État ayant beaucoup de côtes et ouvert sur les océans, alors forcément on a vocation à faire ceci ou à faire cela. Et là, en fait, l'idée, c'est que tout dépend de qui est à la manœuvre. Et si le général est bon, la bataille sera gagnée. Si le général est mauvais, il y a des chances qu'elle soit perdue, qu'il soit sur la mer ou sur le continent. Donc la géographie, c'est très important, évidemment. Si vous êtes en race campagne ou en Afghanistan, ce n'est pas la même chose. Mais ça ne peut pas être déterminant au sens où il faut prendre en compte les choix qu'opèrent les acteurs dans cette géographie. Ça, c'est le premier point, pas de déterminisme géographique. Le deuxième point pour lequel il faut mettre les acteurs au centre, c'est penser le pouvoir, pas seulement comme un instrument de domination, ce qui est assez courant dans le langage quotidien qu'on entend. Le pouvoir, c'est mal, et le pouvoir, c'est une domination, voire une oppression. Or, en géopolitique, on va penser le pouvoir comme un phénomène complexe d'alliance, de rivalité, de mésalliance, et puis aussi un phénomène d'encadrement en fait, des populations. Il y a des pouvoirs légitimes. Alors, et le pouvoir légitime, il peut être très différent. Chez nous, c'est le pouvoir d'un élu, et dans d'autres endroits, ce sera le pouvoir d'un religieux, le pouvoir d'un grand commerçant, le pouvoir d'une grande famille. Il y a tout un tas de types de pouvoirs qui ont leur part de légitimité. Et en fait, c'est le problème, si vous voulez, des visions souvent un petit peu trop idéologisées, ça va être de prendre le pouvoir uniquement comme une représentation de l'oppression. Et ça paralyse en fait le jugement. Et l'idée, c'est de ne pas se paralyser le jugement et de continuer dans la complexité du réel, pour faire des analyses de contexte qui correspondent au réel. Donc penser le pouvoir, ça veut dire comment on prend le pouvoir, comment on le garde et comment on le perd. Pourquoi il y en a qui le gagnent et pourquoi il y en a qui perdent.
Et la question du pourquoi il y en a qui ont perdu, elle est aussi importante. Comment ils ont fait pour perdre? C'est ça la question. Ce n'est pas de savoir si c'est bien ou mal qu'ils aient perdu, mais comment ils se sont débrouillés pour perdre. Troisième idée, le peuple n'est pas un acteur. Ça, tout le monde dit, le peuple français fait ceci, le peuple kurde fait cela, le peuple basque n'est pas content, le peuple mauritanien est fâché, les choses sont injustes pour un peuple. Tout. Bon. Et le peuple, en fait, c'est une représentation géopolitique très importante. Hein. Au nom du peuple, on peut tuer, mourir, on peut faire plein de choses au nom du peuple. Mais du point de vue de l'analyse géopolitique, le peuple n'est pas un acteur. Les Kurdes, ça n'est pas un acteur. Massoud Barzani, c'est un acteur. La famille Barzani, qui contient toutes les règnes du pouvoir au Kurdistan, ce sont des acteurs. Ils ne sont pas d'accord avec la famille Talabani, parce qu'ils sont d'autres acteurs. Ils ne sont pas d'accord toujours avec les Kurdes qui se trouvent en Turquie. Ce sont encore d'autres acteurs. Donc le peuple kurde n'est pas un acteur. Voilà. Par contre, c'est une représentation géopolitique extrêmement puissante. Hein, et alors, un outil de communication à l'étranger formidable. Et quatrième point, donc le premier, pas de déterminisme, le deuxième, penser le pouvoir dans sa complexité, le troisième, le peuple n'est pas un acteur, et le quatrième, c'est que systématiquement, on décrit des représentations contradictoires. C'est-à-dire, justement, les acteurs, ils ont des représentations qui ne collent pas ensemble, et on n'essaye pas de dire qui a tort ou qui a raison, même si dans le fond, on est convaincu qu'il y en a un qui est un affreux qui a tort, et que l'autre est le gentil qui a raison, et qu'on aimerait qu'il gagne. La méthode veut que systématiquement, on essaye d'expliquer quelle est la rationalité et la logique des représentations des différents acteurs pour comprendre comment il y en a un qui gagne et comment il y en a un qui perd. Et si c'est celui qu'on aime bien qui perd, il faut bien qu'on comprenne, c'est important. Donc même dans une démarche militante, c'est important de comprendre comment les Palestiniens se débrouillent pour rester dans un état de faiblesse si long, si durable vis-à-vis d'Israël, par exemple. Ce serait ça la question, hein, plus que le pourquoi qui vous ramène au fait de savoir qui est le plus mauvais et qui est le meilleur dans l'histoire. Donc on fait des schémas d'acteurs, et ces schémas d'acteurs donc, vous montrent que sont très compliqués. Ça, c'est un schéma d'acteurs fait par des étudiants très récemment pour une étude de risque sur la question yéménite pour une association humanitaire. Et le schéma d'acteurs, il vous montre on va dire, il essaye de montrer finalement la grande diversité. Et là, ce qu'on va en retenir, c'est qu'il est construit avec au sud les acteurs qui sont sur le territoire du sud-Yémen, au nord ceux qui sont au nord. Au sud, vous avez un camp dit loyaliste extrêmement divisé. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'ellipses qui sont regroupées, mais en fait, vous voyez, là où il y a des petits ronds, ils se font la guerre entre eux, hein, même s'ils sont théoriquement dans un camp. Hein. Ils ont des intérêts et des aspirations très contradictoires pour le Yémen. Il y en a qui sont des séparatistes, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont séparatistes, ils voudraient un Yémen sud, et il y en a qui ne le sont pas, par exemple. Et puis vous avez des islamistes qui représentent des intérêts tribaux qui sont aussi différents. Vous avez sur le côté Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui est combattu par des forces internationales, mais qui va être aussi en sous-main, financé par ces forces internationales, dès l'instant où ils peuvent combattre les Houthis du Nord. Vous allez avoir aussi au-dessus, on voit l'ISIS qui n'a pas d'ancrage territorial, c'est pour ça qu'il a été placé entre les deux Yémen, et vous avez au nord un camp du nord qui est un peu moins divisé. Et ce qu'il y a aussi, il y a deux petits ronds bleus qui montrent ceux qui ont signé les accords de Stockholm. Vous voyez, il y a deux petits ronds bleus dans la masse. Hein. Donc, ce n'est pas étonnant que les accords de Stockholm soient difficiles à appliquer. Et puis, par ailleurs, de toute façon, ce schéma, il est extrêmement approximatif parce que dans un système qu'on va dire un peu fractal, qu'à chaque fois que vous descendez de niveau d'analyse, il y a encore plus de groupes qui sont encore plus rivaux. Ce schéma est très schématique. Donc, si vous voulez, pour arriver il faut dire la complexité, ne serait-ce que pour pouvoir dire que c'est assez difficile de prévoir ce qui peut se passer. Ça, c'est scientifique, en fait, de dire qu'on ne sait pas trop comment ça peut tourner. Voilà, ça c'est donc les 4 idées, si vous voulez, sur lesquelles je pense qu'il est important de mettre les acteurs au centre. Et le troisième point, hein, c'est que j'ai intitulé Géopolitique, longue histoire et démocratie. Que j'aborde dans l'ouvrage, c'est une idée importante, en fait, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on utilise massivement le mot géopolitique, il a presque remplacé le mot relations internationales, alors que vous voyez qu'il dit autre chose que relations internationales. Et s'il dit autre chose que relations internationales, c'est que précisément, il va s'intéresser aussi, l'analyse géopolitique, à des questions de géopolitique locale,
hein, pour les articuler aux questions de relations internationales, c'est-à-dire en fait s'intéresser à la manière dont le président Trump a eu le pouvoir. Pour le voir venir, c'était intéressant d'avoir une connaissance des possibilités électorales qu'il avait, donc de la géopolitique locale. Donc on a, si vous voulez, un très grand nombre d'acteurs, et ce très grand nombre d'acteurs, particulièrement important quand on est dans des petits territoires, il se multiplie. Il y en a de plus en plus parce que la démocratie est en train de s'étendre, quoi qu'on en dise. On dit parfois qu'il y a seulement un recul de l'autoritarisme, ce qui est assez exact. Il y a à la fois des guerres épouvantables, dont on nous en parle tous les jours, mais vous avez aussi beaucoup plus de gens qui sont allés à l'école, beaucoup plus de gens qui peuvent s'exprimer, beaucoup plus de gens qui peuvent dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, même dans des pays très violents. Hein. Alors que s'il y a... Et donc, du coup, vous avez des rivalités de pouvoir beaucoup plus nombreuses. Donc, c'est lié, ce lien, si vous voulez, entre géopolitique et démocratie, il est constitutif, il est très important, il est essentiel. Si vous avez seulement un dictateur, le dictateur, il met tout le monde en prison, qu'est-ce que vous voulez étudier comme rivalité de pouvoir ? Si vous avez une grande entreprise qui massacre tout le monde dès que vous allez enquêter sur le terrain pour savoir s'ils cultivent les choses comment, mal, bien, en massacrant des Indiens et autres, et que chaque journaliste qui vient se fait massacrer aussi, évidemment, là, vous ne pouvez pas faire d'analyse géopolitique. Si vous pouvez faire une analyse de géopolitique locale, c'est qu'il y a une forme de liberté. Sinon, vous ne la faites pas, parce que vous êtes mort. Donc, si vous voulez, c'est quand même très associé. Autre concept très important, la nation. C'est un concept clé de la géopolitique. On pourrait parler très longtemps, tous les auteurs, si vous voulez, ne sont pas d'accord là-dessus. Mais c'est important de réfléchir à savoir pourquoi la nation est un concept géopolitique clé. C'est parce que, si vous regardez tout simplement la carte du monde aujourd'hui, en fait, le paradigme national de l'État-nation, quelles que soient les complexités internes de tous les États de l'ONU actuels, il s'est imposé. Et même le Congo, la République démocratique du Congo, n'éclate pas encore. Les gens se battent pour le Congo. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Et les gens se sont battus en Syrie, non pas pour diviser la Syrie, ils se sont battus pour contrôler la Syrie, pour créer un gouvernement à l'intérieur de la Syrie, mais on ne parle pas pour l'instant de défaire la Syrie. On se bat pour une représentation de la Syrie, pour une conception de la Syrie. Donc c'est surprenant à quel point cette représentation de la nation, elle est devenue universelle, quelle que soit sa complexité. Alors évidemment, il y a des endroits comme la Libye où on peut se poser des questions sur sa réalité, mais de fait, c'est quand même, quoi qu'on en pense, un concept qu'on retrouve partout, hein, pour dire qu'il est faible, fragile ou fort, mais il est tout le temps là. Et troisième idée, donc du coup, du fait de ce rapport à la nation, la géopolitique, c'est vraiment c'est de la géopolitique locale, c'est de la géopolitique internationale, c'est aussi des temps longs et de la grande histoire. Il faut vraiment associer, si vous voulez, pas seulement l'étude de comment font aujourd'hui les acteurs pour gagner ou pour perdre, hein, mais les réinsérer, les réintégrer dans leur propre représentation des temps longs de leur histoire, ou des représentations contradictoires de ces temps longs. Hein, et c'est pour ça que... alors, sur ces représentations contradictoires, j'avais pris donc cette image-là pour repartir sur la question de l'Internet, hein, de montrer que, si vous voulez, tout à l'heure, on a montré qu'il y avait une menace russe. Ça, c'est une carte qui montre que les Russes trouvent que la domination occidentale de l'Internet est une menace pour la Russie. Et je terminerai par une dernière image qui est celle de l'Atlas géopolitique d'Yves Lacoste, d'abord en hommage à Yves Lacoste. Toute cette méthode, si vous voulez, a été véritablement théorisée par Lacoste. Et cette dimension très historienne, très longue de l'histoire, elle est vraiment extrêmement bien illustrée dans ce livre qui est déjà ancien, mais comme il part sur les temps longs et qui met, si vous voulez, en perspective des grands espaces, des petits espaces, des temps longs et des temps courts, c'est vraiment une illustration pour ce qu'il appelle, lui, la grande géopolitique, pour cette géopolitique des nations que je vous conseille vivement de consulter. Voilà. Merci beaucoup.